Donc, ça me fait un grand plaisir d'avoir été invité à présenter aujourd'hui à la conférence midi du CERSPUL de l'Université Laval. Euh, Mon nom est Patrick Archambault, je suis un médecin urgentologue et intensiviste au CIS Chaudière-Appalaches. Je suis aussi chercheur intégré des instituts de recherche en santé du Canada, intégré au sein du CIS Chaudière-Appalaches. Et je vais vous présenter aujourd'hui, ma présentation est intitulée Développement d'un système de partage de connaissances wiki pour améliorer les soins et les services offerts aux aînés de l'urgence à leur communauté. Donc, je veux remercier aussi toutes les organisations subventionnaires qui ont permis de mener ce projet-ci, dont les instituts de recherche en santé du Canada, le CIS Chaudière-Appalaches qui supporte ce projet et le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées et certains chercheurs de l'hôpital Mont-Sinaï. Les objectifs de la présentation, c'est là, je vois qu'il manque des C à quelque part, mais je suis désolé pour le problème de conversion de la présentation, mais de connaître les données probantes soutenant diverses interventions en transition de soins, comprendre le rôle de notre wiki dans le partage des connaissances pour la mise en place de pratiques exemplaires pour améliorer les transitions de soins et de comprendre les étapes à venir pour développer et pérenniser notre idée de wiki. Donc, je veux aussi prendre le temps de remercier toute l'équipe de recherche qui supporte le déploiement de ce projet, dont Marie-Hélène Savard, Maude Dionne, El Kébir Gandour, Isabelle Pelletier et d'autres étudiants comme Émilie Pagé, Ariane Plaisance qui est étudiante au doctorat, Félix-Antoine Fortier et Lise Lavoie. Il y a aussi plusieurs autres chercheurs intégrés dans ce projet comme co-investigateurs. Je nommerai pas tout le monde sur la demande, mais je suis très reconnaissant envers tous ceux qui ont aidé à obtenir ce financement puis qui vont nous supporter dans le déploiement du projet de recherche. Il faut aussi souligner les patients partenaires qui ont alimenté la réflexion autour de ce projet, dont Marie-Josée Poiré et Christian Chabot. Donc, le projet tourne autour d'améliorer le transfert des connaissances. Et notre programme de recherche, la programmation de recherche de mon laboratoire tourne autour et focusé sur le partage d'outils de connaissances, mais aussi de leur adaptation au contexte local. Donc, j'utilise le modèle des instituts de recherche en santé du Canada pour bien camper où se trouve le focus de notre projet de recherche, et c'est dans le partage des outils de connaissances et dans leur adaptation au contexte local, comme vous voyez ici dans le cercle d'application des connaissances des IRSC. Et on veut soutenir aussi la pérennisation du transfert et de continuer à utiliser les connaissances qui se renouvellent constamment. Donc, je vous donne un survol de ma programmation de recherche qui a commencé par une revue de littérature à large spectre, un scoping review, et une revue systématique Cochrane. On a fait un sondage basé sur la théorie du comportement planifié pour bien comprendre les croyances des cliniciens à vouloir utiliser notre plateforme Wiki. On a conçu une intervention basée sur la théorie pour permettre aux utilisateurs d'avoir la capacité d'utiliser notre wiki qui prend la forme d'une formation en ligne. Et dans ma programmation de recherche, on est rendu plus à maintenant tester comment la plateforme Wiki peut supporter l'adaptation au contexte local de différents outils et leur déploiement. Donc, j'ai eu différentes subventions pour tester l'adaptation de différents outils. On développe un outil d'aide à la décision
partagée pour les TCC mineurs. On a aussi l'adaptation d'un outil d'aide à la décision pour déterminer les objectifs de soins aux soins intensifs. Et le projet IRSC que je vais présenter aujourd'hui, qui s'appelle Learning Wisdom, c'est un autre aspect de ma programmation de recherche qui vise à supporter la création d'outils de connaissances qui vont aider à l'implantation de pratiques exemplaires en gériatrie et en transition de soins. Donc, bien que je touche à différents domaines cliniques, à l'urgence, aux soins intensifs ou en gériatrie, le thème commun est de vouloir adapter des outils de connaissance et des pratiques exemplaires qui viennent de d'autres milieux, puis de permettre de les contextualiser en ayant le support informatique d'un wiki. Donc, la problématique sur laquelle on se penche dans le projet Learning Wisdom, c'est vraiment la problématique des transitions de soins chez les personnes âgées qui quittent l'urgence et l'hôpital vers la communauté. Et on veut voir comment on peut éviter les réadmissions précoces et le déclin fonctionnel post-congé du centre hospitalier et ou de l'urgence. Donc, quelques statistiques ici pour vous montrer l'importance du problème de la transition des soins. Donc, on sait que parmi la population canadienne, il y a 16% qui ont 65 ans et plus. Les patients de 65 ans et plus représentent 42% des hospitalisations au Canada. Ils représentent 59% des jours d'hospitalisation. Ils représentent aussi, en fait, pour les patients de 65 ans et plus, il y en a 25% à 3 mois qui reconsultent à l'urgence. Donc, il y a un retour à l'urgence très, très fréquent qui est un peu un marqueur de potentiel, un marqueur potentiel de mauvaise transition de soins et qui, espérons-le, on pourra améliorer cette transition-là pour diminuer le taux de retour à l'urgence dans notre projet. Les personnes âgées représentent une grosse proportion du budget en santé au Canada. 10% des plus grands utilisateurs représentent 60% en fait du budget total attribué à la santé. À tous les jours, on dit que 7500 patients au Canada sont en attente de congés vers la maison ou des résidences de personnes âgées. Donc, il y a une problématique de libérer les patients rapidement de l'hôpital pour qu'ils puissent retourner vivre dans leur milieu. Et ce blocus-là représente près de 2,4 milliards de dollars au Canada. Et donc, il y a un problème sur lequel on doit se pencher pour tenter d'améliorer ces transitions. Donc, le fait que les personnes âgées soient pris à l'hôpital est très problématique parce que un aîné qui rentre à l'hôpital fonctionnel et qui est hospitalisé pour une problématique aiguë, va malheureusement être exposé à un environnement hostile, une dépersonnalisation, de l'immobilisation, malnutrition, et puis un problème de polypharmacie et des procédures qui peuvent amener des conséquences pour les personnes âgées. Ce qui amène du délirium, des problèmes de dépression et des déficiences physiques et du déconditionnement. Et qui, au congé de l'hôpital, crée une personne qui, malheureusement, est rendue dysfonctionnelle et qui ne peut plus retourner chez eux. Je vois qu'il y a peut-être une problématique de son pour le son a coupé. Est-ce que vous m'entendez? OK. Merci Marie-Chantal de me répondre.
Ça fonctionne. Super. OK. Donc, le congé de l'hôpital mène malheureusement à des effets secondaires pour notre population de personnes âgées. Et notre objectif, c'est d'améliorer la transition des soins, potentiellement diminuer le séjour à l'hôpital aussi pour qu'ils puissent partir plus vite et subir moins d'effets secondaires d'être à l'hôpital. Et dans les urgences aussi. Donc, juste pour vous montrer en fait la continuum ACE, qui est en fait une série d'interventions qui ont été mises au point par l'hôpital Mont-Sinaï, qui est reconnu au Canada comme étant des hôpitaux les plus adaptés aux personnes âgées. Et les interventions exemplaires qu'ils ont développées se retrouvent dans différentes sphères des soins aux personnes âgées, incluant le département d'urgence, les soins hospitaliers, les soins ambulatoires et les soins communautaires. Et donc, la continuum ACE ressemble beaucoup à l'approche adaptée à la personne âgée dans les interventions qu'on veut mettre en place au Québec, mais la plateforme ou le continuum ACE du Mont-Sinaï a été un exemple d'excellence dans l'implantation des pratiques exemplaires en gériatrie. Et un des co-chercheurs dans notre projet est le docteur Samir Sinha, que vous voyez ici, avec un de ses patients qui l'a aidé à réfléchir à l'ensemble des interventions qui devaient être mises en place dans leur hôpital à Toronto. Et au cours des 5 à 10 dernières années, l'hôpital Mont-Sinaï a suivi de près des indicateurs de performance qui leur ont permis de mesurer l'impact de l'implantation de leurs différentes pratiques exemplaires. Et on peut voir ici dans la diapositive actuelle que malgré une augmentation de 53% de leur clientèle, qu'ils ont pu diminuer les durées moyennes de séjour de 26%, qui ont diminué le taux de réadmission précoce à l'urgence et à l'hôpital de 14%, qui ont diminué les effets secondaires et les complications de procédures à l'hôpital de 93%, et tout ça malgré une augmentation de la satisfaction des patients de 97%. Et une économie de 6,7 millions quand on compare l'année fiscale, je crois que c'était 2014 à 2010. Donc, on peut voir que la mise en place de pratiques exemplaires peut avoir des retombées très importantes sur le système de santé. Et notre objectif dans notre projet de recherche, c'est de tenter d'adapter les pratiques exemplaires qui nous viennent du Mont-Sinaï et de les adapter au contexte québécois, puis même de les adapter encore plus au contexte du CIS Chaudière-Appalaches et d'apprendre localement à mettre en place ces pratiques exemplaires-là pour éventuellement être capable de les exporter et de les partager avec tous les autres centres hospitaliers du Québec. Mais avant de faire cette adaptation-là au contexte local, on a voulu faire une petite revue de littérature sur qu'est-ce qui soutient les différentes interventions qui se trouvent dans la série des interventions et des pratiques exemplaires du Mont-Sinaï. Ici, on a une première revue systématique que je vous présente, qui est une revue systématique qui n'est pas de notre équipe, là, qui est une équipe américaine, qui a revu toutes les interventions qui visaient à améliorer la transition des soins des personnes âgées qui quittaient le département d'urgence. Parmi les 6 études randomisées contrôlées de cette revue systématique, il y en avait 4 qui mesuraient réellement le déclin fonctionnel
Et on a pu voir parmi ces 4 études randomisées contrôlées que le déclin fonctionnel pouvait être amélioré par plusieurs interventions complexes qui incluaient de façon commune une évaluation gériatrique compréhensive par une infirmière et des visites à domicile. Dans les différentes études randomisées contrôlées de cette revue systématique-là, on visait des patients de 75 ans et plus et ou les personnes à risque identifiées par un score de prédiction. Donc ça, c'était une des conclusions des auteurs, c'est qu'il faut tenter d'identifier les personnes les plus à risque de transition de soins problématiques et de cibler nos interventions auprès de cette population-là. Malheureusement, la force des données qui soutiennent ces différentes interventions-là dans la revue systématique que je vous ai présentée sont quand même de faibles à très faibles. Il y avait un risque de biais important et risque de biais de publication, manquement au terme de la randomisation à l'aveugle et de l'évaluation à l'aveugle. On comprend que c'est des interventions complexes et qui sont difficiles à évaluer. Donc, c'est pour ça que la force des données probantes qui soutient les interventions est malheureusement faible à très faible. Donc, les auteurs concluent que d'autres études étaient encore nécessaires, surtout pour viser à améliorer la communication entre les urgentologues et les médecins de famille et d'améliorer l'étude de la pertinence de certaines prescriptions médicamenteuses ainsi que de déterminer le temps idéal ou maximal pour une visite après le congé de l'urgence. Encore une fois, je vois que quelques personnes me répondent qu'il n'y a pas de son ni d'image. Est-ce que c'est commun ou c'est uniquement Diane Morin qui a de la difficulté? Ici, ça fonctionne. Elisabeth Parent, moi, ça va. Caroline Sirois, tout est correct. Donc, peut-être juste pour Diane Morin, en haut à gauche, il faut peut-être allumer le micro parce que ça a l'air de fonctionner partout ailleurs. Donc, je vais continuer pour permettre de rester dans mon temps et de répondre à vos questions à la fin. Donc, l'autre revue systématique qu'on a lue pour nous aider à réfléchir à quelle intervention on commençait à mettre en place localement, il y avait la revue systématique par Erin Lepin, qui a été publiée dans le JAMA en 2014, qui regardait à voir toutes les interventions qui visaient à diminuer les réadmissions à l'hôpital dans les 30 jours. Et cette revue systématique-là a identifié 42 études randomisées contrôlées, pas 2, là, il manque un 4 là, pour une raison que je ne comprends pas. Il y a plusieurs éléments de mes diapos qui ont été coupés, mais 42 études randomisées contrôlées qui étaient des interventions pour diminuer le taux de réadmission. On voit que le risque relatif sommaire ou combiné de toutes ces études-là était de 0,82, donc une baisse de 18% de la réadmission à 30 jours par les différentes interventions qui visaient à diminuer la réadmission. Avec un intervalle de confiance tout de même assez étroit, mais une hétérogénéité modérée avec un I carré de 32%. Donc, on voit qu'il y a de l'hétérogénéité, donc on doit quand même prendre ces résultats-là avec un certain... peut-être la force de l'évidence est un peu moins forte avec cette hétérogénéité présente. Dans l'étude, il y avait quand même plusieurs groupes exploratoires et on voit malheureusement que la diapositive est coupée aussi, mais dans les groupes exploratoires, les chercheurs ont réussi à démontrer des analyses de sous-groupes que il n'y avait pas une intervention meilleure que l'autre, mais que quand on combinait plusieurs interventions ensemble, on voyait un effet synergique. Donc, une des conclusions des auteurs était que
il n'y a pas une seule intervention meilleure que l'autre, mais que la personne âgée étant souvent des patients avec multiples problèmes, en combinant plusieurs interventions ensemble, on peut améliorer une diminution du taux de réadmission à 30 jours. Une autre revue systématique ou une revue de revues ici que je vous présente par Kansagara, faite pour le département des vétérans aux États-Unis, a démontré que en fait, je vais sauter par-dessus cette diapositive-là, mais que l'important pour l'implantation de intervention en transition des soins devait être contextualisé. Il faut être capable de cartographier la transition des soins au niveau local pour être capable d'identifier les problèmes locaux auxquels chaque système fait face, parce que les problèmes sont pas pareils partout et les services sont pas pareils dans chaque système. Il n'y a pas une uniformisation encore des services, du moins aux États-Unis, dans cette revue-là, et que pour être capable de décider quelle intervention il faut mettre en place, il faut être capable d'identifier où sont les problèmes locaux. L'ajout de personnel doit être adapté aux ressources existantes. Ça, c'est une autre conclusion de la revue de Kansagara qui montrait que il faut ajouter du personnel, mais que ce personnel-là soit ajouté de façon cohérente avec les fonctions des autres professionnels en place et que les personnels ajoutés aient un rôle à la fois intra-hospitalier, mais qui peuvent aussi avoir un reach-out ou une connexion avec la communauté pour améliorer la transition des soins pour que l'intervention puisse être efficace. Et encore, dans cette revue de Kansagara, on disait qu'il fallait cibler une clientèle cible, donc de pouvoir dépister les patients à haut risque de transition de soins compliqués. Un des tableaux de Kansagara qui est très intéressant et que je vous présente ici était une cartographie des processus essentiels qui décrivent la période de transition et les éléments essentiels que chaque centre hospitalier devrait adresser et de pouvoir cartographier pour suivre la transition des soins. Donc, je vous présente juste ici le processus essentiel de pouvoir avoir la planification préalable des soins, fait partie d'une bonne transition des soins, de pouvoir coordonner de façon anticipée le départ de l'hôpital, d'évaluer le risque de réadmission et si on suit le continuum, ça implique aussi une réévaluation des signes et symptômes et de planifier un suivi au bon moment pour justement prévenir les réadmissions précoces. On pourrait continuer à présenter tout ce tableau-là, mais le but n'était pas de présenter en détail les processus essentiels d'une bonne transition, mais de vous montrer qu'il y a eu un processus de cartographie qui a été fait et qui nous permet, comme centre local, de décider sur quel processus central on va vouloir agir pour mettre en place les pratiques exemplaires. Et on peut aussi identifier les acteurs essentiels à mobiliser lors de l'implantation de ces pratiques exemplaires-là, en allant du médecin de famille en communauté au médecin hospitalier jusqu'à le pharmacien communautaire. Donc, les conclusions globales de cette revue étaient qu'il était quand même difficile, il est difficile d'identifier une seule intervention efficace, que plusieurs interventions ensemble sont probablement efficaces, mais qu'il y a une évidence de faible qualité pour cette conclusion-là.
que les interventions plus compréhensives, qui contiennent plus qu'un élément de la transition des soins, sont probablement plus efficaces. Les interventions qui dépassent uniquement le séjour au centre hospitalier aussi sont importantes, et que les interventions soient adaptables aux besoins uniques de chaque patient lors des congés. Donc, ceci, ça rejoint l'idée qu'on doit adapter au contexte local les interventions en transition pour que ces interventions soient efficaces. Donc, je vais vous parler un peu de notre contexte à nous, justement pour savoir comment on doit maintenant conceptualiser l'adaptation au contexte de l'urgence. Je vous mets une photo ici qui représente un peu le chaos qui peut régner un peu au département d'urgence avec mon collègue Dr Saint-Arnaud qui est bombardé d'informations, qui a plein de formulaires à remplir, plusieurs systèmes informatiques à consulter et avec des cliniciens qui sont très, très occupés et qui n'ont pas nécessairement le temps de réfléchir à comment on peut améliorer les processus de soins. Donc, comme équipe de recherche, nous, on veut venir aider et supporter l'adaptation au contexte local et, espérons-le, donner un peu plus de temps à nos cliniciens pour réfléchir à comment mettre en place les pratiques exemplaires et supporter leur déploiement par notre wiki, mais aussi par la facilitation d'un système de santé apprenant. Donc, c'est ici où je vous présente en fait les grands objectifs de notre programme de recherche, qui est d'implanter l'approche ACE. Je mets en parenthèse l'approche adaptée à la personne âgée parce qu'il y a des similitudes très importantes à faire. Donc, implanter l'approche ACE en transition des soins dans les 4 hôpitaux du 6 Chaudière-Appalaches, puis de tenter de mesurer son impact sur les patients, les proches aidants, les cliniciens, et de mesurer les indicateurs d'utilisation des soins. Identifier les mécanismes par lesquels l'approche adaptée à la personne âgée améliore la transition des soins pour les personnes âgées. Identifier les mécanismes par lesquels le système de gestion documentaire Wikitrauma va contribuer à l'adaptation et à l'appropriation par le milieu des outils de connaissance qu'on va créer dans notre déploiement dans les 4 prochaines années. On va utiliser comme cadre conceptuel de gestion du changement le modèle du NHS, qui s'appelle le modèle de Sustainability Model, le modèle de pérennisation des changements, qui essentiellement contient 3 grandes sphères de cibles pour amener la pérennisation des pratiques, qui est essentiellement les processus, le personnel qui travaille, incluant les patients et les familles qui sont pas nécessairement bien représentés dans le modèle, mais on a rajouté un rayon à notre modèle en incluant les patients comme étant essentiels et centrales à la pérennisation des pratiques, ainsi que l'organisation avec l'infrastructure informatique et infrastructure plateau technique de soins et la culture organisationnelle. Donc, notre Wikitrauma, on voit qu'il a un rôle à supporter surtout l'infrastructure comme outil de gestion des connaissances qui va supporter le changement. Notre projet de recherche va amener aussi un support au changement en termes de changement ou de supporter le changement de culture. Je voudrais qu'on ne pourra pas nécessairement seul changer la culture organisationnelle, mais on va tenter au sein de notre projet, supporter les décideurs pour qu'ils soient au courant des données probantes et qu'ils aient aussi des outils pour supporter la mise en application des pratiques exemplaires qu'on va mettre en place. Notre projet aussi va pouvoir mesurer en temps réel des indicateurs systémiques qui vont supporter les décideurs et l'équipe de recherche à monitorer le changement qui va s'opérationnaliser dans les 3 à 4 prochaines années. Donc, c'est là où notre modèle de système de santé apprenant prend forme et de façon conceptuelle, on voit que notre wiki
et le système de gestion documentaire supporte le changement, mais c'est pas le seul élément qui va changer et qui va supporter le changement. Il y a un changement de culture nécessaire, du personnel supplémentaire qu'il faut rajouter ou repenser comment le personnel actuel travaille, et on va pouvoir mesurer en temps réel les processus de changement. Ici, on peut voir que notre modèle va commencer par vouloir cibler l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis comme premier site d'amélioration des pratiques, mais que nos pratiques éventuellement vont être exportables dans les autres milieux ou vice-versa. Je ne veux pas non plus par cette image montrer que les pratiques exemplaires vont venir de Lévis. En fait, il va y avoir une mise en commun de toutes les pratiques dans les différents milieux qui vont pouvoir informer et de façon collaborative informer le déploiement des pratiques exemplaires. Puis le wiki, là-dedans, va aider à partager les outils de connaissance qui supportent le changement de pratique. Dans le plan de notre projet, on va mesurer avant d'implanter nos interventions et pendant. Donc, c'est pas vraiment un pré-poste. On va mesurer en temps réel les interventions qui vont nous permettre d'informer le déploiement de nos stratégies. On va mesurer des indicateurs macro au niveau des bases de données médico-administratives et on va tenter de mesurer l'impact auprès d'une cohorte de patients qu'on va recruter des urgences participantes. On va suivre aussi les proches aidants et questionner les cliniciens et les gestionnaires au cours de notre projet. Je vais sauter cette diapositive-là juste pour en fait, résumer. Essentiellement, c'est une autre façon de voir le système de santé apprenant qui est un cycle continuel de projets et d'implantation qui doivent être réévalués rapidement dans un cycle de planification, action, étude qui doit générer des données qui peuvent influencer la construction des outils de connaissance qui vont être construits dans notre wiki, mais aussi qui vont évaluer le succès de l'implantation des différentes interventions. Donc, encore une fois, le modèle wiki qu'on veut utiliser se base sur le modèle des IRSC où on a des outils de connaissance qui vont supporter la mise en application des connaissances, mais ces connaissances-là et ces outils de connaissances-là doivent être adaptés au contexte local. Donc, c'est ici où notre wiki entre en ligne de jeu et je voulais vous montrer en fait une très brève définition de ce que je conçois comme étant un wiki pour un peu répondre à certaines craintes. Il y a des wikis totalement ouverts comme Wikipédia, qui est essentiellement un site web où les éditeurs sont les utilisateurs. Donc, on veut s'inspirer de cette philosophie-là, mais on veut tout de même tendre vers un modèle un peu plus fermé. Il existe d'autres wikis comme Intellipedia, qui est un wiki qui appartient à la CIA américaine, où on peut s'imaginer un monde très fermé, très restreint, où seulement un nombre très restreint de personnes peuvent accéder au wiki. Donc, ici, je vous présente deux modèles extrêmes de wiki. Notre modèle à vous va se retrouver probablement plus près du modèle Wikipédia. On va être ouvert, mais on va quand même restreindre l'édition à certaines personnes désignées au sein des CIS qui vont pouvoir avoir l'expertise de pouvoir aller éditer et partager les connaissances. L'avantage de l'ouverture, c'est qu'on donne accès facilement aux outils de connaissances, mais l'édition étant donné que les données sont sensibles et on ne veut pas que les protocoles, les outils soient changés sans qu'il y ait eu une discussion, l'édition va être réservée à un certain nombre de personnes restreintes. On a tout de même fait aussi des revues de littérature sur qu'est-ce qui supportait l'usage des wikis. On a fait une revue Scoping qui
essentiellement a montré que il y a un potentiel intéressant dans le monde de l'éducation, de l'usage des wikis pour faciliter le transfert des connaissances, mais qu'il n'y a pas de données encore dans le domaine de la santé pour montrer qu'il y a un impact probant de l'usage des wikis. Donc, notre programme de recherche veut évaluer ce potentiel supplémentaire avec notre projet actuel. On a aussi fait une revue systématique, revue systématique Cochrane, qui a aussi évalué une question beaucoup plus précise par rapport à l'impact des outils de rédaction collaborative en santé. Et on n'a pas trouvé d'études qui avaient évalué de façon rigoureuse les impacts de l'usage de plateformes comme les wikis sur la santé des populations et sur l'amélioration des pratiques non plus. Donc, il y a encore de la place comme pour nous, dans notre projet de recherche, d'explorer le potentiel de ces plateformes au sein du projet Learning Wisdom. On a aussi fait un sondage auprès des professionnels de santé en urgence qui démontrait essentiellement que les professionnels de la santé sont prêts à utiliser des plateformes plus ouvertes, plus faciles d'accès et collaboratives de nature parce que les systèmes actuels ne nous permettent pas d'accéder à l'information en temps réel. Et donc, il y a un besoin qui existe sur le terrain et nous, on tente de combler ce besoin-là avec notre programmation de recherche. Ici, c'était juste pour vous montrer que dans notre programmation de recherche, on a conçu une intervention ou une formation en ligne qui est gratuite, qui permet aux acteurs locaux de bien comprendre comment utiliser le wiki, y contribuer et comment utiliser les informations qui se trouvent au sein de ce wiki-là. Ici, je vous ai pris une copie de l'écran de notre wiki tel qu'il apparaît actuellement. Donc, on peut voir, il y a une petite case ici là, vide qui s'appelle « Recherche dans ce site ». Et dans le fond, on peut mettre des mots-clés, chercher dans le wiki et trouver une panoplie de protocoles, d'outils d'aide à la décision et aussi des documents plus procéduraux, comme je pourrais expliquer, comme ceux pour notre projet de recherche où on a déjà archivé différentes mesures et des outils qui nous alimentent dans notre réflexion pour le déploiement de nos stratégies. Donc, le wiki actuellement contient une bibliothèque d'outils de connaissances qui constitue une mémoire collective de l'équipe de recherche et pour l'organisation aussi. C'est un travail collaboratif qui permet de commenter et d'élaborer conjointement nos documents et on peut partager ouvertement des documents avec d'autres membres de l'équipe et à l'extérieur du centre hospitalier pour éventuellement exporter et augmenter la diffusion de nos produits. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, je vous remercie pour votre conférence. On va passer à la période de questions. Si on a des questions dans la salle, je vous inviterai à les poser à l'oral. Puis, pour les personnes qui sont à distance, juste écrire vos questions. Puis, je vais les redire à l'oral pour que le conférencier puisse y répondre. Jean-Paul? N'hésitez pas de me poser des questions. Je suis pas